Bonjour. Il y a un mot qui sort beaucoup ces temps-ci, surtout par ceux qui traitent les autres de complotistes, c'est le mot poutinolâtre. Et je vois bien quelque part ce qu'ils veulent dire par là, et je me posais la question, me concernant, suis-je poutinolâtre? Un fan de Poutine. La question est intéressante et je vais essayer d'y réfléchir là, ici, dans cette vidéo, avec vous. Moi, Poutine est apparu dans ma vie de manière plus ou moins consciente, on va dire, la guerre de Tchétchénie, où on a commencé à nous présenter le bonhomme, la presse média mainstream, puisque c'est par ceci que j'ai commencé à voir le bonhomme comme étant un type raide, qui avait dit que les terroristes, il allait buter jusque dans les chiottes. Hein, lorsqu'il y a eu l'attentat, je ne sais plus très bien, à Moscou, je crois, une salle de théâtre, il y a eu un paquet de morts. Hein, vraiment, ils ont chargé, ils ont tué tous les terroristes. Et, bon, ouais. Et du coup, du côté occidental, on nous le présentait comme un homme à la main ferme, solide. Il arrivait juste derrière Elstine, qui nous avait été présenté à la fin comme un alcoolique, qui savait plus très bien, qui contrôlait plus rien, qui était dominé par les oligarques à l'époque. Hein, et même ça, je pense que je l'ai appris plus tard, quand j'ai pu faire la rétrospective et relier tout ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai vu arriver ce bonhomme. Alors, le sentiment que j'en avais, plus ou moins, la guerre en Tchétchénie, c'était une guerre, je le dis toujours encore, présentée par les mainstream, c'est de ça que je connais, comme une guerre violente, cruelle. Bon, comment je ne suis pas quelqu'un à courir derrière ce type d'informations dans le détail, parce que ça ne m'intéresse pas, les vidéos de massacre et toutes ces choses-là. Je suis resté un petit peu avec ça, dans l'idée du bonhomme, que voilà, la Russie était peut-être dans les types, je sais pas, on va dire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours eu un sentiment, un vrai sentiment de bienveillance, et plus que ça, une vraie curiosité envers la culture slave en général, mais russe en particulier, quoi. Je suis pas du tout un connaisseur de la culture russe, mais bon, un peu comme tout le monde, que ça soit Solzhenitsyn, que ça soit Tolstoï, le peintre que j'aimais beaucoup, j'ai oublié son nom, qui a fait beaucoup de cathédrales aussi, bref. Chez nous, en France, comment il s'appelait, Raspoutine, enfin, puis d'autres choses, la famille Romanov, leur assassinat, tout ça a généré en moi quand même, comment je dirais, quelque chose, ça me faisait le sentiment d'un grand empire, un grand royaume, où les valeurs qui étaient un peu celles qui étaient les nôtres, les miennes, étaient parfaitement les mêmes chez eux. Hein, c'est-à-dire on partageait déjà la même religion, principalement la chrétienté, hein, les orthodoxes, et puis nous ici le catholicisme. Mais le rapprochement est grand quand même. C'était le sentiment que j'avais, voilà, envers la Russie. Et puis j'ai commencé, quoi, il y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années peut-être, grâce à des gens que je vois, que je suis encore aujourd'hui, 15 ou 20 ans, je ne sais plus, mais enfin bref, j'ai commencé à retravailler, en fin de compte, sur la zone interdite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ce XXe siècle, et en travaillant là-dessus, c'est là où j'ai vu le positionnement de la Russie, et recroiser son histoire de façon beaucoup plus détaillée. Et évidemment, j'ai commencé à voir les choses d'un œil totalement différent de ce qu'on nous avait plutôt présenté, entre autres comme le meurtre, l'assassinat de la famille des Romanov, qui est un choix pas politique, qui est un choix religieux,
Hein, un peu comme quand on a coupé la tête à Louis XVI. Hein, il était question de couper ce lien entre le divin et les peuples que représentaient justement ces gens-là, la famille Romanov pour les Russes, et puis nous, Louis XVI et Bourbon pour les peuples de France, quoi. Comme les peuples russes, voilà. Et il se trouvait quand même, lorsqu'on rentre dans le détail, quand on commence à regarder, comme par exemple, encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'entendais où je disais une statistique, où on demandait aux gens, en gros, qui sont ceux qui ont contribué à la victoire de la dernière guerre mondiale, et on leur proposait 3 pays, la Russie, l'Angleterre et les États-Unis. Et à 60%, je crois, un truc comme ça, même plus, je crois, ils mettaient en tête donc les États-Unis, ensuite l'Angleterre, en dernier les Russes. Or, quand on connaît l'histoire, voilà, et puis c'est pas une histoire secrète, c'est pas caché, hein, pour qui veut travailler là-dessus, c'est tout le contraire. Hein, donc c'est pas du tout les États-Unis qui ont libéré l'Europe, c'est les Russes, et qui ont sacrifié près de 30 millions de leur population, sur à l'époque une population qui n'en faisait que 300 millions. Hein. C'est 10% de la population. Alors ça c'est les morts. Imaginez les blessés. Bon, normalement on dit que c'est de 1 à 6. Alors, on ne peut même pas imaginer d'ailleurs, parce qu'on arriverait à 100. Bref, toutes les familles russes, toutes ont été blessées, meurtries, assassinées. Tout ça pour cette libération de l'Europe. Et que la mémoire collective ne retienne que l'invasion, justement, des vendeurs de chewing-gum, qui sont venus là pour envahir, pour imposer leur marché, pour imposer leur machine aux Européens. Et moi, je l'ai vu, on l'a tous vu, les gens de notre âge. Moi, à la campagne, il y avait des tracteurs qui s'appelaient Renault. Et puis, tout d'un coup, ça a été Ford, Massey Ferguson, puis dans tous les domaines. Hein, toute l'industrie, même dans le cinéma, on sait que De Gaulle s'est battu avec les Américains pour que la France puisse contrôler encore. Je crois à l'époque c'était du 60-40, alors que les États-Unis voulaient tout. Ils voulaient contrôler totalement le cinéma. Maintenant ils le font. Ce qu'ils auraient voulu obtenir tout de suite, mais qu'ils n'ont pas lâché prise, ils l'obtiennent aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça qu'ils sont venus faire, les États-Unis. Ils sont venus conquérir l'Europe. La mettre à genoux maintenant. Hein. Maintenant, ils la mettent à genoux parce que ils en ont besoin, voilà, mais on est devenu leur vache à lait. Et du coup, c'est quand même le paradoxe de tout ça. C'est de se retrouver aujourd'hui face aux Russes qui ont sauvé nos démocraties, si on peut dire. Dans un contexte où on sait que c'est nous encore à nouveau les Occidentaux qui avons agressé, et ça a été reconnu même par, comment ça s'appelait, Angela Merkel, Hollande, puis bon voilà, je ne suis pas en train de vouloir expliquer ça à des gens qui ne veulent pas voir, quoi, voilà, mais bon, je dis, quand on voit un petit peu, quand on connaît les faits, je ne dis pas que oui, l'URSS, c'était une période terrible, horrible. Mais pour qui? Pour qui et par qui? Hein, oui, le communisme, le stalinisme, hein, ce truc qui effrayait les gens en Europe, et il y avait de quoi. Il y avait de quoi, quand on voit les résultats qui en sont découlés, une boucherie encore de ce peuple russe. Comment on peut, quand on connaît un peu l'histoire des peuples, et j'ai autant de compassion pour le peuple de France, j'en connais aussi son histoire, et les humiliations et les boucheries que ces peuples ont dû subir depuis l'affreux Napoléon, et je ne te parle pas de la République. Hein, oui, mais là, en l'occurrence, voilà, un royaume, un peuple immense dans son histoire, hein, au cœur, au sommet de l'Europe.
qu'on refuse de reconnaître comme Européens, des trucs de dingo, alors qu'on fait venir des gens qui viennent du Moyen-Orient et qu'on les considère comme Européens. En plus, on est dans des trucs. À force de mentir, de déplacer tout ça, etc., je sais qu'il y en a qui ont peut-être perdu la boule. Mais les faits sont là. Et en réalité, il y a des gens qui disaient que la politique, c'est l'art du réel. Je commence à me demander si dans ceux qui gouvernent ce monde, ils n'ont pas perdu le fil. À force de baratiner, leur réel à eux, il n'est peut-être pas le même que le nôtre. Il y a des fortes chances. Je continue, donc voilà, me voilà tout d'un coup à défendre, en fin de compte, montant dans mes moules, cette Russie, que eux appellent Sainte Russie. Et j'aurais aimé pouvoir dire de la France, Sainte France. J'aurais aimé avoir moi cette fierté, même si je suis pas catholique aujourd'hui. Peut-être que je ne saurais rester, ou encore plus, va savoir. Mais on nous a interdit. On nous a interdit tout ce qui rend, comment je dirais, ce que les Russes ont en eux, la fierté d'être, plus que la fierté d'être russe, le sang russe, l'âme russe, pour eux c'est plus capital encore que leur maison. Mais nous aussi on a ça en France. La France aussi a ça, l'âme française, elle existe. Elle existe, l'âme du terroir aussi. Et tout ça, on nous l'interdit. On nous interdit de l'exprimer. Sous des tas de trucs, bon bref. Alors c'est vrai que voilà, quand je compare les choses, c'est évident que j'ai une tendresse pour ce peuple russe. Et j'ai énormément de compassion pour tous ces jeunes qui ont moins de 20 ans, 30 ans, qui meurent sous les bombes, les trucs, les drones, les horreurs, que des salopards, pour leur propre puissance, et surtout même pas pour un développement, non rien, juste pour du fric, entretiennent en permanence. Alors oui, c'est Poutine, puisque du coup c'est de ça que je voulais parler, de lui et de ça en même temps, parce que lui c'est aussi des faits, des actes, une couleur. Déjà, je trouve que les décisions que cet homme prend, son style, me fait confiance, me donne confiance. J'avais écouté l'interview qu'il avait fait avec Oliver Stone. Je l'ai trouvé brillant, voilà. Et l'autre qu'il a fait aussi avec le dernier, comment il s'appelle, le journaliste américain, là. Je ne sais plus. Excellent. C'est un grand communicant, mais il est axé, on sent que avec lui, dans lui, il y a l'âme russe. Oui, bien sûr qu'il est au courant qu'il y a la mondialisation, il est au courant de tous ces phénomènes de partout. C'est un fin stratège en plus. Mais il est russe. On sent chez lui, mais je sens pas ça chez les nôtres qui soient français. La preuve, ils nous en ont fait une démonstration aux Jeux Olympiques avec un spectacle qui était censé justement représenter la France. Donc on voit très bien en quoi eux, ils sont français. Personne s'est reconnu là-dedans, à part les gars du Marais ou je sais pas qui, là, mais j'en veux pas, j'ai déjà été faire la fête là-bas plus d'une fois. Mais c'est juste pour dire. Alors, quand tu vois un bonhomme, alors en plus maintenant que Maïdan, j'ai suivi ça, à l'époque en direct, mais j'avais pas encore associé avec beaucoup d'autres choses. Je dirais que tout ça, ça avance au fur et à mesure des choses. Quand à Maïdan, j'ai pas tout bien saisi l'histoire de la Crimée, tout le truc, mais en synthèse globale, j'ai senti un mec qui avait fait un coup hyper brillant. Il a niqué tout le monde, quoi. En gros, il a réussi à intégrer une terre, puis pas n'importe laquelle, la Crimée, dans le giron russe, de coup de bébête magique, personne n'a rien vu, il n'y a pas eu un coup de feu de tiré. Waouh! C'est le mec, et puis quand tu regardes où est positionné la Crimée, ça a quand même ça a changé déjà la position des forces. Et là, c'est vrai que, après, j'ai écouté, mais je ne m'adapte pas trop là-dessus. Et si, après, justement, j'ai écouté une femme, je ne sais plus, une russe,
petit gouverneur, je crois, de Crimée, une blonde super belle, qui a fait ses études en France, qui parle un français impeccable, et qui nous a fait la grâce de nous faire un interview d'1 h 30, je ne sais plus avec qui, et qui nous parlait un petit peu de ses constructions, ses projets, toute cette énergie qu'on sent qu'il y a dans cette population. Il y a de la foi, les gens ils savent pourquoi ils sont engagés, ils savent pourquoi ils y vont. Il y a quelque chose de grand qu'on n'a plus chez nous. Alors qu'on nous dit, oui, mais vous n'avez pas le droit de regarder les gens qui sont heureux là-bas parce qu'ici on fait la gueule. C'est ça être poutinolâtre. J'aimerais bien être Macron-lâtre, j'aimerais bien. Mais même l'idée n'est pas possible. Alors oui, nous aussi, on a eu les 30 glorieuses. Oui, on a eu... Le train est passé chez nous, mais c'est pas pareil. J'explique pourquoi c'est pas pareil. Parce que les 30 glorieuses qu'on a eues, en fin de compte, elles n'ont rien bâti la nation. Rien du tout. Elles ont juste permis de modifier les outils de travail. Un peu plus de pognon dans tous les trucs, de manière à ce que la machine se mette en place. Mais pourquoi faire? Pour l'écraser, la nation, pas pour la faire grandir. C'est en ce sens-là qu'il y a une sacrée différence. Mais quand même, malgré tout, je reconnais que ces années-là, on a été heureux d'être français. Voilà. On a été heureux de vivre en France. Et je crois qu'on était capable de partager notre bonheur parce que c'est la nature profonde des Français. Le peuple de France, c'est un peuple généreux comme le peuple russe. On a beaucoup de similitudes parce que nous portons les mêmes valeurs. C'est ça qui nous lie. Et c'est pas parce qu'il y a des fantoches qui ont pris le pouvoir, et on n'y peut rien, c'est comme ça l'histoire de tout temps, voilà. Et qui décident que les choses doivent se comporter autrement et que les peuples n'ont plus leur mot à dire, et qu'aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle avec des machines et tout le bordel, qui doivent prendre et la pensée, le droit, la direction et tout team. C'est leur droit à eux, mais nous, je sais qui on est. On ne va pas devenir aveugle, hein, on ne va pas devenir stupide. Pour autant, parce que justement, vous faites des choses qui sont d'une aberration incroyable. Et dont on sait pertinemment la direction que ça prend et les conséquences qu'il y aura. Vous avez choisi de détruire ce que la Russie représente aussi elle-même, comme la France, comme toutes les nations du monde. On appelle ça la tradition, on appelle ça l'amour de la patrie. Ça existe. Ça existe, c'est pas un truc qu'on efface à coups de baïonnette, c'est pas vrai. Et c'est certainement ça, en tout cas, qui me lie beaucoup. Lorsque je vois en quoi œuvre, entre autres, le patron de la Russie, qui est Vladimir Poutine, et qu'on peut dire son excellence Vladimir Poutine. Je rajoute un peu, à peine. Honnêtement, je serai en Russie, je ferai tout pour faire au moins un voyage à un endroit où il serait présent pour pouvoir au moins être présent à un endroit où il est. C'est poutinolâtre. Non, j'appelle ça respect. J'aimerais trouver des Européens, j'aimerais trouver des Occidentaux qui portent en eux, comment je dirais, cette droiture, qui portent en eux l'amour de leur nation, de leur patrie réellement. Pas dans quoi ça leur sert. Mais aimer sa nation, c'est aimer être ensemble. Elles sont où ces nations qui montrent ce genre d'exemple? Peut-être qu'on les trouve dans les BRICS de plus en plus. Peut-être que ça va devenir le moteur un petit peu de ces groupes. Retrouver l'âme des nations, qui ont souvent mis des millénaires à se construire, à devenir une sorte d'identité, à trouver des équilibres avec leurs voisins. Il s'agit de ça, il s'agit de retrouver ça. Quoi d'autre? Et la Russie a sa place pour guider cette direction-là. C'est certainement pas les Occidentaux, menaçants, agressifs, destructifs, et en plus avec des mœurs qui commencent de plus en plus à être inacceptables pour 90% de l'humanité. C'est des mœurs qu'on nous dit porter qui ne sont pas les nôtres. C'est pas les mœurs du peuple français qu'on vend. On nous a fait disparaître. On a disparu. Les peuples européens n'existent pas. C'est pas vrai. On va nous dire, vous avez des représentants, débrouillez-vous avec eux.
Et c'est certainement ça qui fait que, et je suis pas le seul, hein, à voir chez M. Poutine les belles énergies, avoir s'exécuter devant nous ce qu'on aurait aimé vivre avec nos propres nations, une reconstruction ensemble sur des valeurs nouvelles, dans le respect de nos voisins, et en foutant la paix à tous les peuples. Parce que la nature profonde des peuples, c'est la paix et pas la guerre, contrairement à ce que ces abrutis et leurs machines de destruction veulent croire, ou croient même. Une bonne guerre, ça va les secouer le peuple, vous verrez, ça va les remettre d'aplomb. C'est des gens aussi débiles que ça qui pensent ça. Oui, 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 oui. Hein, pour redresser le peuple, une bonne guerre. La dernière, c'était 110 millions de morts. C'est quoi la prochaine? J'entends parler de 3 milliards. 3 milliards. Ben, pourquoi pas tout? Et il faut en garder un peu pour faire le ménage après. C'est odieux. Alors, si Poutine, par sa sagesse, parce que je pense que c'est un homme sage, il est sage parce qu'il est authentique. Oui, c'est un homme politique, il a des choses à régler, il a des tas d'aspects qui sont secrets, oui, des fois, il est obligé d'être compromettant, compromissieux, peu importe, bien sûr qu'il a certainement donné des ordres pour abattre, je ne sais rien, je n'ai pas dit que c'est un saint. À ces niveaux, ça n'existe pas, pas de saint. Mais de ce qu'il nous montre à nous, des résultats qu'on envoie, des décisions qu'il prend, de ce que j'en sais, de ce que j'en connais, je trouve que l'homme est sage et réfléchi. Et je sens profondément en moi que ce n'est pas la guerre qu'il a choisie. Ce n'est pas la guerre du tout pour plus que les amis chinois. Même si je ne confonds pas du tout les deux. Hein. Le régime chinois, c'est le régime chinois. Hein, mais même Xi me paraît quelqu'un, a priori, lui aussi, avec son projet quand même de la route de la soie, qui est de dire on peut occuper le monde plutôt à faire du commerce plutôt qu'à leur foutre sur la gueule. En gros, c'est ça les BRICS. Hein, c'est rien d'autre. Hein. On ne va pas chez vous pour vous taper sur la tête, mais pour faire du commerce. Par contre, il est possible que vous ne devez pas empêcher ça non plus. Alors, c'est rien, moi je ne connais pas le détail du truc. Mais enfin, plus en plus de gens veulent y aller. Oui, parce que je rappelle que la méthode d'avant, c'était d'abord tapis de bombe, je mets quelqu'un qui m'intéresse, il est là, et puis le suivant, c'est moi qui choisis, qui vous dit comment faire. C'est ça. C'est ça qu'on sort de ce monde-là. À demander aux Africains. Au Niger, qui nous révèle des trucs, un truc juste comme ça, j'aime bien une petite anecdote. Au Niger, qui dit, voilà la France. Sainte France. Elle n'est pas là, et elle a été, mais elle n'est plus là. Mais par contre, les textes, ils datent d'il y a un moment. De Gaulle était là sûrement, oui, avant. Hein. Hein, pour ce qui est de l'uranium. Hein. Le cours de l'uranium, il est à 200 $ à peu près la tonne. Hein. Et la France, bonne mère au Niger, protégeant ce pays, cette nation, empêchant les barbares de prendre le pouvoir. Acheter. Le Niger était obligé de vendre, c'est comme ça qu'il faut le dire les choses, 70% de cet uranium pour satisfaire Areva, hein, le groupe français, au prix de combien là-bas 10? Non, il a perdu 5 non plus. 2 après 1. Et ils ont mis 1 parce qu'ils ne pouvaient pas mettre 0. C'est ça. C'est ça que ce monde, que toutes ces nations ne veulent plus. Ils veulent plus que pour une bande de voyous se faire vider les poches comme ça et avec braquage au-dessus. Tu bouffes, t'es pas content, boum, tapis de bombe, on te remplace, on en met un autre. T'as qu'à demander à Laurent Gbagbo. Ouais, le président démocratique, puisqu'ils ont que ça à la bouche, démocratiquement élu en Côte d'Ivoire. Hein, mais qui a eu le tort de déplaire aux Français qu'ils ont été débarqués en pleine nuit, en ayant bombardé le palais où il était, ils l'ont extradé, sorti le type à poil en pyjama dans un hélicoptère, il s'est retrouvé là. 7 ans plus tard, excusez-nous, monsieur Gbagbo, on n'a rien contre vous, en fin de compte, on est désolé. Ah, on n'avait plus de papier, on n'a pas eu le temps de vous écrire. Mais bon, vous n'avez pas été mal logé ici. Hein. Voilà, c'est ça. Les gens veulent plus de ça. Je ne te parle pas des assassinats. Hein, Thomas Sankara, heureusement qu'il renaît aujourd'hui
dans le corps et dans la majesté de cet homme qui s'appelle Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, monsieur. On est content de voir à travers le monde des personnes qui ont un réel pouvoir et qui nous rappellent à tous qu'ils sont humains, qui œuvrent pour le beau de l'humain. Alors oui, quand je vois que des gens comme Poutine protègent des gens comme Ibrahim Traoré, protègent même des barbares comme Ben Salman, d'Arabie Saoudite, mais encore, je crois, parce que peu je connaissais de lui, c'était quand même un peu encore à travers des informations médias mainstream. Moi, je trouvais qu'il était bien jeune, efficace et puissant. Une belle gueule, le type. Mais bon, pas dans le détail du truc. Le pays est quand même un peu rustique. Je m'y suis retrouvé par hasard une fois, j'ai pas du tout aimé. Je raconte encore une petite anecdote, c'est toujours ma façon de parler, mais un avion, je revenais d'Asie, l'avion il tombe en panne en plein vol, là, pour pas bien un réacteur qui raide, on se retrouve à atterrir où à Riyad. Bon, pas de problème, ça arrive, personne n'est mort. Donc voilà, il fallait qu'on change d'avion, quoi. Donc là-bas, on nous fait descendre, on se retrouve dans un aéroport. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Immense, tout neuf, avec une mosquée au milieu, une cascade d'eau en carrelage, mais personne. Il y avait nous, des tas de trucs de guichets vides. Et sur le tarmac, il devait y avoir au moins 50 avions, Airbus, je sais pas, ça n'existait pas à l'époque même. Bref, des gros avions. Ouais, je pensais, Boeing 747, là, à 2 étages. Là. Il y en avait au moins une cinquantaine. Là. Bah, c'est bon, on va en avoir un au moins qui va marcher, quoi. Je dis, putain, c'est quoi le truc ? C'est là que tu te dis, oh, bon, il y a du fric ici. Il n'y a personne, mais il y a du fric. Et d'ailleurs, quand on regardait, on a commencé à attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, nous ont servi des loukoums, bon, bref, je sais pas trop. Bref. Et puis à un moment, ils nous parlent d'embarquement. Moi, j'étais avec un Italien qui faisait partie justement de l'équipage. On avait sympathisé, bon, bref. Puis il parlait bien le français, ça m'allait. Et à un moment, il me dit, bon, c'est bon, ça n'a pas duré longtemps, je crois qu'ils ont trouvé un avion, ils sont en train de l'affréter, tu peux t'imaginer un peu. Imaginez pas qu'on puisse faire chauffer, toi, Polo, il est bon, là, allez, fais péter le contact, recule un peu, on y va. Je pensais que c'était plus sophistiqué que ça, mais peut-être qu'ils ont des avions tout prêts pour ça, sûrement. Bref, tout le monde content, là, on se rhabille un peu, on met les chaussures et les chaussettes, et puis on enquille, on reprend le tarmac, parce qu'en plus, il n'y avait même pas de terminal pour celui-là. Et on remonte dans l'avion. Tout le monde s'installe, on enlève les chaussures. Bon, là, on a commencé à tous sympathiser. On pensait qu'on faisait tous partie un peu de la même aventure. Ça nous lie un petit peu, mais bon, on revient vite à nos affaires personnelles. Voilà, ding ding, attachez vos ceintures, bling bling bling. Bon, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et qu'est-ce qui se passe encore? Le gars à côté, là, il va se renseigner. Enfin, il vient me voir parce qu'il n'était pas à côté de moi dans l'avion. Là. Il dit, ne vous inquiétez pas, on va voir. Et puis là, ils apprennent en fin de compte que on s'est trompé d'avion. Ah là là, il y en a qui voulaient même plus descendre. J'en ai marre, appelez-moi le patron. Enfin bref, comment ça chauffe grave là. Mais bon, c'est quand même. Les avions, il faut être un peu rassuré quand même. Le premier qui tombe en panne en vol, on atterrit, on en pour un autre, c'est pas le bon. Et tout là pourtant, hein, pour descendre. Et là, tout d'un coup, on nous dit, bon, il va falloir. Et là, on nous fait passer par les douanes. Alors, même moi, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on a à foutre aux douanes? Nous, on va pas en zone, on va pas rentrer pas en Arabie Saoudite, on est en zone internationale, normalement. Oui, mais on va être obligé de changer de truc comme ça, et donc on est obligé. Ah, les douanes à Riyad. J'avais un petit attaché-caisse à la bas des années 80, quoi. Et dedans, je lisais le magazine Lui ou Playboy, je sais plus un des deux. J'aimais bien, moi, bien le magazine. C'est pas un truc porno, rien du tout. Il y a 2-3 femmes à poil, un peu pin-up, c'est tout, quoi. Alors, quand je suis arrivé là-bas, un petit mouvement attaché-caisse, il voit ça. Évidemment, en première page, en lui, il y a toujours une pin-up, quoi. Ah, ben là, j'aurais violé sa fille en direct, c'est... Ouh, tout de suite, ça a été en arabe.
pense qu'il ne va pas traiter de tous les noms. Et ma femme qui était à côté de moi, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Il la menace, il dit vous, barrez-vous, et vous, hop, suivez-nous, il me retire un peu, il commence à fouiller sur un truc. Il y a 3 mecs qui arrivent, il commence à... En arabe, il me parle en plus. Il pensait que j'étais un rabbin. Enfin, vous voulez voir si je l'étais vraiment, quoi. C'est vrai que quand je suis bien basané, confusion possible. Bah non. Et là, on m'a carrément presque menacé d'avoir osé entrer dans cette terre sainte, hein, une cochonnerie pareille. Alors là, à un moment, ça commence à me gonfler. Je dis, écoutez, moi d'abord, premièrement, je suis jamais venu chez vous. J'ai jamais voulu y venir et j'ai pas envie d'y rester. J'ai rien à foutre ici, moi. Rien. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous me contrôlez, là? Ah bah, y a l'Italien qui me voit au loin, qui voit que je pars dans les... Vous voyez, il faut que je le calme parce que il doit pas bien connaître les autorités du coin. C'était pas faux. Qu'il arrive à temps parce que alors les autres en face, ils n'avaient pas se laissé impressionner du tout. Et il a dit non, non, laissez, ça va aller, laissez. Ce monsieur, c'est pas très bien. Bon, bref, excusez-vous, et puis voilà, il va prendre le magazine. Et puis comme normalement, ouais, il va pas vous mettre une amende ni vous retenir. Mais l'autre, il me menaçait de me retenir 3 jours. Je repars pas, quoi. Dis-vous. Bon, bref, je referme cette parenthèse, et du coup, en fin de compte, je ne sais plus très bien. Bref, si, moi, je parle de Riyad, du pays de Ben Salman. Voilà, une expérience personnelle. Mais bon, pour tout voyageur, j'ai vu des douanes, tout le monde a vécu des douanes incroyables. Bon, bah, c'est ainsi fait. Donc voilà, quand je vais revenir un petit peu mon histoire de Poulinolâtre. À la fin de tout ce que je vous ai dit, vous voyez le sentiment que je déplace un petit peu à travers mes pensées. Encore, écoute, tout à l'heure, j'écoutais un truc le concernant. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'est cher, en qui j'ai confiance. Je crois qu'il est apte à empêcher cette guerre dont nous menacent les autres. Et les autres, c'est qui? C'est ceux qui me représentent, qui parlent en mon nom. C'est terrible. Terrible d'avoir l'imposteur menacer le sauveur en mon nom. Que la France, les Français, font la guerre aux Russes, à Poutine. Aberrant. Intenable. Ils ont beau manipuler le récit pour ceux qui encore font l'effort de les lire. Hein, dont une grande partie les lit justement pour savoir ce qu'ils racontent. Pas pour croire en ce qu'ils racontent, mais juste pour savoir comment ils le racontent. Voilà. Et nous, on a des petites infos par les plateformes de réinfo que je suis, certaines, et qui me permettent de connaître le style. Voilà. Qui est en gros hyper mensonger, bon bref, on sait pas carrément inventif, ben, ils inventent des trucs. Hein. Oui, les Nord Stream 1 et 2, c'est les Russes. Les mecs qui vendent du pétrole aux autres, et pour emmerder l'autre qui lui achète, ben, il casse son... Allô, il y a quelqu'un ah, ben, il y a des gens qui disent, ah bah oui, c'est les Russes, c'est évident. C'est comme la centrale nucléaire de Saint-Parodieu. Les Russes la prennent justement parce que bon, c'est la plus grosse d'Europe, et puis ensuite parce qu'il faut la contrôler à tout prix pour contrôler, bon bref, peu importe. Ils mettent les militaires là-dedans, ils mettent tout, et qu'est-ce qu'ils se précipitent à faire? Ben, ils se foutent des bombes dessus. Bon, ça y est les gars, on est en place, allez, on se bombarde. Et pas, fais gaffe, elle va tomber. Comment quand un narratif devient aussi débile? Ah, les seuls qui peuvent le croire, c'est les débiles pareils, hein. Mais ceux qui le racontent deviennent débiles à leur tour. Parce que quand tu pratiques de la débilité en permanence, qu'est-ce qui se passe? Oh, il suffit d'écouter quelques commentateurs, que même dans les réflexes, on le voit, sans le réflexe, sans le naturel un petit peu, hein, on voit qu'ils sont à côté de la plaque. Hein. Même les références, les trucs, c'est un autre monde. Et le problème, c'est eux qui ont un peu la clé du truc. Alors, Vladimir, votre Excellence, Vladimir Poutine,
Vous avez le pouvoir de sauver cette planète et vous le savez. En tout cas, vous avez le pouvoir de permettre aux êtres humains de toute cette planète de se remettre en route vers une destination de paix. J'en suis certain. D'autres acteurs vous suivent. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux. Et certainement qu'il y aura des traits, des trucs. Oui, mais on a le sentiment qu'a priori, la direction qui est proposée par votre organisation nouvelle, qui est les BRICS, correspond à tous ceux qui ont encore, qui sont encore, comment je dirais, connectés à leur tradition, à leur nation, à leur patrie, et qui peuvent avoir une vision dans le long terme que les meilleurs rapprochements à faire avec les autres nations ne peuvent se faire que par l'échange, qu'on appelle nous commerce, mais pas que l'échange commercial, l'échange culturel, et revenir un peu ce qu'est la tradition des peuples, qui était de profiter des rencontres pour échanger les femmes, les hommes, de manière à se marier pour plus longtemps et garantir une qualité, comment je dirais, du peuplement humain optimum. Faisant pareil, au mieux de nous tuer. On a la direction, on la connaît la direction. Les humains ont besoin de croire. Il est normal qu'enfin on se pose la question, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a pendant la vie? Toutes ces questions et les réponses, il y en a eu tout le temps. Mais je suis certain que les réponses matérialistes, que sont l'avoir des machines au service de ton être, ne répondront jamais à ces questions-là. Jamais. Et c'est pas parce que quelque part tu les ressens, tu les exprimes plus, qu'elles ne sont pas en toi. Et je le souhaite à personne, mais qu'au moment où tu dois passer de l'autre côté, je souhaite qu'à ce moment-là, tu te trouves en paix. Sincèrement. Qui que ce soit d'ailleurs. Alors, Poutinolâtre, le lot, c'est bien possible. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.